OK, on va commencer. C'est beau pour toi, Alex? Je commence? Oui, je vais commencer par parler un petit peu. Là. Bienvenue à la conférence. C'est notre première web conférence. Ça se peut qu'on ait quelques petits problèmes. Veuillez nous pardonner. Aujourd'hui, on va parler, dans le fond, Alex va parler de son expérience vécue cet hiver à Whitehorse, au Yukon, observer des aurores boréales à bord d'un Boeing 737-500. À toi la parole, Alex, et bonne conférence. N'hésitez pas à poser vos questions. Je vais les envoyer à Alex. Merci beaucoup de votre participation. Bonjour tout le monde. Et je voudrais donner la bienvenue également on a un visiteur de l'Argentine qui est sur notre conférence, Oscar Ferro, qui est du club de CAIFA, qui est le club de Buenos Aires en Argentine. Bienvenido. Alors, pour remonter un petit peu à comment est arrivé ce voyage au Yukon, j'étais allé avec Pierre Paquette et d'autres astronomes amateurs à un camp d'astronomie. Et si je ne me trompe pas, c'était le camp d'astronomie du club de Dorval qui se passait au domaine Saint-Bernard. Et il nous a donné une brève présentation sur une excursion qu'il avait été participé 2 fois au Yukon. Une fois, il est allé pour faire une preuve de proof of concept et la deuxième fois, c'était comme organisateur conférencier. Et l'expédition qu'ils ont organisée à Whitehorse au Yukon m'a tellement intéressé que j'ai décidé de m'y inscrire pour le mois de janvier dernier. Je m'étais dit que, comme je planifiais d'aller en Argentine au mois de décembre cette année, d'aller faire un voyage en Argentine et de revenir, de refaire un mois après un voyage au Yukon, ça serait trop. Maintenant, le voyage en Argentine avec le coronavirus, il est en plan. En tout cas, pour faire d'une longue histoire une courte, j'ai fait le voyage au Yukon au mois de janvier. Bon. Je vais sortir, j'ai un petit problème technique ici. Hein. OK. Alors, en introduction, c'était une expérience qui était unique, qui était proposée, c'est d'observer des aurores boréales dans le nord canadien, au Yukon, à partir d'un avion en vol. Ça, c'est la particularité, c'est l'avion en vol. Le voyage était du 21 au 27 janvier. Je dis approximativement parce que moi, je suis allé le 21 janvier alors que l'excursion elle-même commençait le 22, tout simplement pour des questions de logistique d'avion. Il y aurait des présentations sur les aurores boréales par des spécialistes. Il y aurait des activités culturelles mettant en valeur l'histoire, les traditions et l'art de plusieurs Premières Nations, notamment Tagish, Point Lyndon, Tlingit. Il y aurait des visites de musées, de centres culturels et des activités pour mettre en valeur les traditions autochtones. D'autre part, on avait sur le plan plusieurs réceptions, soirées accompagnées de banquets. Et il y avait finalement des activités optionnelles également qui étaient proposées. Alors, les activités et les visites proposées. L'attraction importante, la plus importante, le highlight, si je peux dire, c'était d'observer les aurores à partir d'un avion en vol. Ça, c'est vraiment le point central de l'expédition. Okay. Il y a quelque chose qui ne marche pas ici. OK. C'est parce que sur l'écran que je présente et l'écran que j'ai sur l'ordinateur, les diapositives sont décalées. Juste peut-être, Alain, quel est le titre de la diapositive que vous voyez présentement à l'écran?
Et activités et visites proposées. OK, d'accord. Donc, c'est cet écran-là que je dois regarder. Moi, je regardais un autre écran qui était décalé par une diapositive. Alors, les activités, les visites proposées. On avait au Yukon Beringia Interpretive Center, on avait le rencontre avec le groupe, d'apprendre à connaître le groupe. Juste pour donner une dimension, le groupe, on était de l'ordre de 55 personnes. Il y aurait rencontre, des cocktails, un beau buffet avec des canapés, des appetizers. Et on aurait droit aux présentations scientifiques. Ensuite, on aurait le Kwanlin Cultural Center. Ce serait des présentations, mais plutôt sur l'aspect culturel, le folklore, l'aspect des Premières Nations. Et il y avait un spectacle de folklore, de danse et un banquet typique des Premières Nations avec du gibier qu'on ne trouve normalement pas au marché. Bien sûr, le vol Aurora 360 lui-même. On avait une visite de la distillerie Yukon Brewing qui vont brasser de la bière, différentes bières. C'est une microbrassée finalement. Et ils font également du scotch ou du whisky. Il y avait le musée McBride, qui est un musée plutôt historique, axé sur la ruée vers l'or, parce qu'on peut se rappeler qu'il y a plus de 100 ans, le Yukon était pour aller pour la ruée vers l'or. Il y avait une baignade dans les Takini Hot Springs. Ce sont des piscines, des bains thermaux dus à la géologie de l'endroit. Et on aurait également une visite de l'Observatoire astronomique du Royal Astronomical Society of Canada, section du Yukon, avec de l'observation du ciel. Il y avait des activités optionnelles qui étaient proposées, notamment il y avait une activité, c'était à l'extérieur. Il y avait de la motoneige, du traîneau à chien, du toboggan et de la raquette. Il y avait une visite à Carcross. Carcross, c'est un village des Premières Nations, Tagish First Nation. Et il y avait également une visite de Yukon Wildlife Preserve. Ça, c'est une espèce de parc, un parc naturel avec des enclos pour pouvoir visiter des animaux. Mais c'est un parc qui est très grand. Les enclos sont très grands. Ce n'est pas un zoo. Ce n'est pas le zoo de Granby ou le zoo de Buenos Aires. Les présentateurs scientifiques. Il y avait David Levy, astronome, littéraire et découvreur de nombreuses comètes. Vous vous rappellerez de la comète Schumacher-Levy qui s'est écrasée en plusieurs morceaux sur la planète Jupiter. Si je ne m'abuse pas, c'est en 1994. Alors, le Schumacher-Levy, ça c'est M. Levy, c'est la même personne. Il y avait Robert Steenberg, Senior Forecaster, National Oceanic and Atmospheric Administration des États-Unis. Lui était l'homme clé pour faire les prédictions où allait se trouver l'anneau auroral et proposer le plan de vol au pilote de l'avion. Et il y avait Pierre Paquette, qui malheureusement n'a pas pu se joindre à nous aujourd'hui, qui était l'ambassadeur de l'astronomie au niveau du RASC, Royal Astronomical Society of Canada. Alors, ces trois personnes nous ont donné des présentations. Bon, maintenant, je saute un petit peu en avant. Pourquoi aller voir les aurores en avion? Je suis sûr que plusieurs parmi nous ont vu des aurores boréales ou peut-être mes collègues argentins, peut-être des aurores australes. On peut les voir du sol. Mais il faut être au bon endroit, au bon moment. Parce que l'aurore boréale peut se trouver, par exemple, à Chicoutimi et ne pas être visible de Québec, ainsi de suite. Donc, il faut se trouver vraiment
au bon endroit, au bon moment. Alors, avec un avion, on a une possibilité de couvrir une grande distance. L'avion vole à près de 850 km à l'heure et on allait avoir l'avion nolisé pendant une période de 3 ans. De 3 heures. 3 heures. Alors, l'idée était de pouvoir positionner l'avion au meilleur endroit pour pouvoir observer les aurores. Éviter la météo défavorable. On allait voler à 36 000 pieds, qui est 11 500 mètres à peu près. Donc, on est certainement au-dessus des nuages. D'autre part, on va éviter la pollution lumineuse. L'avion utilisé serait un Boeing 737-500. Ce n'est pas un Dash 8, donc on n'avait pas un Dash 8, mais c'était quoi le modèle Max 8 qui avait des problèmes de logiciel, qui avait tendance à, je ne veux pas être sarcastique, mais de piquer du nez. Le modèle 500 est un modèle un petit peu plus petit que le modèle 600. C'est celui qui était disponible de Air North, qui est la ligne aérienne régionale du Yukon. L'avion, juste pour mettre quelques paroles, l'avion, c'est un Boeing 737. Vous avez une seule allée et vous avez 3 sièges de chaque côté de l'allée. Mais afin de permettre l'observation, sur chaque groupe de 3 sièges, on n'aurait qu'une seule personne. Donc, tout le monde aurait un hublot. Donc, l'avion, on était 55 personnes à peu près. Le vol partirait d'eux et retournerait à Whitehorse et sa durée serait de 3 heures. Le trajet allait passer par le cercle polaire arctique. Oups. Bon. On voit bien, je veux juste confirmer, on est bien en train de regarder la diapositive itinéraire du vol. Oui. OK, merci. Est-ce qu'on peut voir ma souris? Je ne sais pas si vous voyez ma souris. Hein? On voit la souris. OK, excellent, merci. Hein? Bon, alors on partait de Whitehorse, qui est YXY. Oups. Excusez-moi. YXY, c'est le code de l'aéroport de Whitehorse. On allait partir, suivre ce trajet vers le nord. Le cercle polaire est à peu près, vous voyez, on change de ton de vert pâle à vert plus foncé. Et ensuite, on allait voler dans ce sens-là pour retourner à Whitehorse. On avait tout ce périmètre qu'on avait et on était le seul avion dans le secteur. On avait le droit de voler avec aucune lumière de navigation, sauf à quelques moments. On a même fait éteindre toutes les lumières à l'intérieur de l'avion de manière à avoir une visibilité totale. Le seul petit hic qu'on avait, c'était que lorsque la salle de bain était occupée, il y avait une lumière blanche qui s'allumait, c'était marqué « Lavatory Occupied ». Mais ça, c'est le seul hic. Qu'est-ce qu'une aurore? En quelques mots, l'aurore, c'est le résultat des collisions entre des particules chargées qui proviennent du Soleil, c'est ce qu'on appelle le vent solaire, avec la haute atmosphère terrestre. On parle de 90 à 150 km d'altitude. Juste un petit commentaire anecdotique. Il y avait un passager qui avait demandé, il voulait avoir un siège, mais il voulait ne pas se trouver au-dessus de l'aile. On lui a expliqué que l'aurore boréale ne se passera pas entre l'avion et le sol, mais bien au-dessus. Donc, ne cherchez pas l'aile en bas de votre hublot, ne bloquera pas votre visibilité des aurores. L'interaction entre le vent solaire et l'ionosphère
peut produire un spectacle vraiment fantastique, lumineux dans le ciel, ce qu'on appelle une aurore. Normalement, ces aurores vont se produire aux alentours des pôles magnétiques nord et sud, mais lorsqu'il y a des événements solaires d'importance, ces aurores peuvent se rapprocher dans les zones tropicales, même se rapprocher jusqu'à l'équateur dans certains cas. Question de définition, avant d'aller trop loin, autour des pôles, ces aurores sont distribuées dans ce qu'on appelle des ovales auroraux, des anneaux auroraux. Ce sont comme des anneaux ou des cercles plus ou moins centrés sur les pôles magnétiques et les aurores se développent là-dedans. Maintenant, ces anneaux se déplacent avec le temps. Au nord, c'est une aurore boréale. Pour mes collègues d'Argentine, ce serait une aurore australe. Le vent solaire. C'est quoi le vent solaire? Ce n'est pas le vent que vous avez eu à Montréal hier où il a fait 102 km à l'heure. Ce sont essentiellement des électrons, des protons et des particules alpha. Mais ce sont des électrons et des protons surtout. Les particules alpha, ce sont 2 protons plus 2 neutrons. Il est relâché, il provient de la haute atmosphère du Soleil, plus particulièrement ce qu'on appelle la couronne solaire. Les vitesses sont plutôt variables, mais c'est de l'ordre de 400 km à la seconde. Et les températures, une fois qu'on s'éloigne un peu de la surface du Soleil, peuvent atteindre 1 million de degrés Kelvin. Aux alentours de la Terre, la vitesse varie grosso modo de 300 à 500 km à la seconde et la température est de l'ordre de 100 000 degrés Kelvin. Maintenant, juste un commentaire sur les températures. C'est que quand vous entendez parler de 1 million de degrés Kelvin, ce ne sont pas des degrés que vous allez mettre nécessairement un papier à l'extérieur et ça va flamber instantanément. C'est parce que la température, en fait, c'est mesurée par le mouvement des protons et des électrons et des atomes. C'est ça qui définit la température. Ce n'est pas que vous allez mettre un thermomètre dehors et le mercure va sauter par le bout du thermomètre. Donc, c'est un concept qui est complètement différent. Maintenant, l'autre partie de l'équation des aurores, c'est l'ionosphère. L'ionosphère est une couche supérieure de l'atmosphère. Nous, de 0 à peu près une quinzaine de kilomètres, on est dans ce qu'on appelle la troposphère. Ensuite, au-dessus, nous rentrons dans la stratosphère, qui elle aussi est divisée en plusieurs subdivisions. Et au-dessus, c'est l'ionosphère. Alors, comme le mot indique, dans l'ionosphère, il y a des ions. Alors, c'est quoi un ion? Un ion, c'est quand un atome prend une charge électrique. Comment est-ce qu'un atome peut gagner ou perdre une charge électrique? Un atome peut devenir positif s'il perd un électron. Un électron est négatif. Alors, si vous enlevez un électron d'un atome, l'atome va, à cause d'un excédent de protons, va devenir positif. C'est un ion. Si on rajoute un électron, alors à ce moment-là, l'ion va être négatif. Les gaz qui se trouvent dans l'ionosphère sont ionisés par la radiation du Soleil qui cause qu'on ait des ions. Maintenant, le phénomène contraire, lorsqu'un atome a perdu un électron, il est devenu ionisé. Et à un moment donné, il récupère ce même électron, la plupart du temps, ça va être un autre électron, mais lorsqu'il récupère un électron, l'énergie qui est relâchée par cet électron est relâchée sous forme d'un photon. Un photon, c'est le quantum de lumière. Maintenant, d'un point de vue visibilité, les couleurs de l'aurore, on a le plus fréquent, c'est le vert. C'est de l'oxygène, ça se produit au-dessus de 100 km d'altitude. Le rouge, qui est un peu plus rare, c'est de l'oxygène en haute altitude jusqu'à 300 km.
On peut également trouver du bleu ou du violet rouge, c'est de l'azote. Et il y a d'autres émissions, mais qui sont beaucoup plus difficiles à observer, comme de l'infrarouge ou de l'ultraviolet. Alors, un petit synoptique des aurores. Bon, nous avons le Soleil, nous avons la Terre avec le champ magnétique, le pôle Nord, le pôle Nord magnétique, le pôle Sud magnétique, et vous avez le vent solaire qui s'en vient, qui va être redirigé par le champ magnétique terrestre, et autour des pôles, il va se former l'anneau auroral ou l'ovale auroral. L'ovale auroral nord et sud. La photographie des aurores. Je me suis proposé, c'était ma première expérience de voir des aurores à partir d'un avion. J'ai déjà vu des aurores boréales au Québec, en Alberta. J'en ai vu des très belles en Alberta. J'en ai même photographié, mais je n'ai jamais photographié à partir d'un avion. Alors, on a quelques défis qui se présentent. La photographie sera réalisée à partir d'un avion en vol. Donc, c'est un élément nouveau. J'ai déjà pris une caméra, aller clic, clic, clic devant le hublot pour photographier le paysage, Montréal ou Buenos Aires, ou tout ça, mais de prendre des aurores boréales à partir d'un avion, je n'ai jamais fait ça. On n'a aucune possibilité de se pratiquer ou très peu de possibilités de se pratiquer au sol parce que les aurores ne sont pas sur commande. La manière de fixer la caméra dans l'avion. On va évidemment prendre des temps de pause qui vont être de plusieurs secondes, donc il faut attacher la caméra d'une certaine manière. Alors, qu'est-ce qu'on va utiliser? On va utiliser des trépieds, on va utiliser des montures à ventouses. Le choix du type de caméra, les lentilles, la luminosité, la longueur focale, l'exposition, le ISO, le temps de pause, le bruit de fond, le traitement de logiciel, tout un paquet de paramètres auxquels il va falloir composer pour avoir du succès. Photographie à travers du hublot. J'ai considéré différentes méthodes que les gens ont utilisées, notamment d'installer des trépieds. Bon, c'est un petit peu difficile d'installer un trépied dans un avion. Surtout, moi, dans mon cas, le hublot était en ligne avec le siège, donc pas possible de mettre un trépied. Finalement, j'ai utilisé ce dispositif de ventouse. On attache la caméra ici et on peut le coller sur le hublot. J'ai acheté ça chez Amazon pour à peu près 80 $. Bon, là, on va passer au diaporama. Alors, comme on peut s'imaginer, il a fallu que je fasse un certain nombre d'achats qui se sont faits j'ai fait la plupart de mes achats avec Amazon. Alors, membre de Prime, j'ai la livraison le lendemain. Alors, on peut voir, le quartier général, pour moi, c'était le Office Bar. Je faisais livrer mon stock là parce que des fois, je ne suis pas à la maison. Oups. Bon, différentes livraisons. C'est bien beau d'acheter une monture à ventouse, mais il faut se pratiquer avec parce que d'aller dans l'avion, s'il manque des morceaux, s'il ne s'adapte pas bien, c'est trop tard dans l'avion. S'il vous manque même un petit morceau, une rondelle, quoi que ce soit. Alex, on ne voit rien là. On voit un diaporama. Ah, vous me voyez. OK, vous ne voyez pas la photo? Hein? Non, on voit un diaporama, c'est tout. OK, bon, on va...
OK, excusez pour ces détails techniques. OK, je vais repartager ma fenêtre ici. OK, est-ce qu'on voit une diapositive? Non, on voit ton Windows. Ah, vous voyez toujours le Windows. Hein? Oui. C'est user, blablabla. Est-ce que vous voyez quelque chose? Hein? Oui, on voit ton 10. On voit c'est user. Ah, toujours le user. Ouais. Dans l'explorateur. Toujours? Oui. OK. Là, on te voit sur l'écran. Okay, c'est marqué Screen Sharing has stopped. Non, on voit rien que toi. Il faudrait que tu partages. Ouais, c'est ça que j'essaie de faire. Mais dès que j'essaie de partager, ça disparaît. Ah, ça s'en vient. Est-ce que vous voyez quelque chose? Ouais, là, ça s'en vient. Tu es dans Project Show X9. Quelque chose de même. OK. Est-ce que vous voyez la diapositive? Là? Non, on voit rien. C'est noir par contre. Excusez-moi pour Ou essaie de quitter puis revenir. Oui, c'est ça que j'essaie de faire. Hein. Je vais faire autre chose.
Qu'est-ce que vous voyez là présentement? Ah, là, on voit des photos. Là, tu es dans le logiciel de photos, puis on voit tes photos. Adobe, Ah, là. OK, vous voyez juste la photo. Oui. On voit une boîte d'Amazon. OK. OK. Est-ce que c'est regardable de votre côté quand même, comme ça? Oui. OK, bon, parce que je ne veux pas perdre trop de temps avec ça. Bon. Bon, alors ça, c'est le montage de la caméra pour se pratiquer. Ça, c'était sur la porte patio à l'arrière. Une autre vue. Le flash cube, il est là, c'est juste pour le fun. J'ai considéré à un moment donné d'utiliser un écran externe, mais on rajoutait des complications. Alors, comme on a vu tantôt avec l'ordinateur, plus on rajoute des fonctions, plus ça devient compliqué, plus on a de chances d'avoir des problèmes. Alors, je voulais éviter dans un avion en vol d'avoir des problèmes. Donc, j'ai abandonné le plan d'avoir des écrans externes. Ça, c'était un montage alternatif avec un trépied qui aurait pu marcher et ça a déjà été utilisé dans d'autres configurations où dans l'avion, le hublot se trouve à côté de la fenêtre, mais pas lorsque c'est décalé. Là. Pratique de nuit avec photographie Orion. Finalement, le vol, c'était le jour du départ, il faisait -1 à Montréal, il faisait -17 à Whitehorse. Les bagages, il faut s'organiser pour être compact, avoir tout ce qu'il faut, notamment une lumière frontale parce qu'il va faire noir dans l'avion et s'il faut jouer avec du matériel photo, il faut être prêt. Là, on est arrivé à Whitehorse, l'hôtel qui allait être notre quartier général, si on peut dire. C'est là que toutes les activités partaient et arrivaient. Et on utilisait des petits autobus pour se déplacer aux différentes activités, aussi bien que d'aller et revenir de l'aéroport. Ça, c'est l'hôtel, encore une fois. Ça, j'ai mis cette photo, c'est le central téléphonique parce qu'en 2002, j'ai fait un travail à Whitehorse pour cette compagnie Northwest Tel. Ça, c'est le plan de match de l'itinéraire de Aurora 360. Je ne m'amuserai pas à le lire ici parce que ce serait plate. De toute façon, vous pouvez trouver cette documentation sur le site web de Aurora 360 que je vais mentionner un petit peu plus tard. Rencontre de groupe le soir avec Pierre Paquette. Le monsieur avec le chandail jaune, c'est David Levy. Et une photographe et moi-même. Là, David Levy lançait un livre avec sa biographie et il allait signer une copie du livre pour Pierre. Et il signait des copies avant de les vendre à certaines des personnes qui étaient intéressées. Une des activités à l'extérieur de la motoneige. Ça, c'est votre tout dévoué sur la motoneige. Traîneau à chien. Wouf, wouf! Ça, c'est votre dévoué qui est à l'arrière sur le traîneau. Il faisait pas trop froid. Il faisait peut-être -19 à peu près. 19 grados bajo cero. De la raquette. Ça, c'est au Beringia Center. Il y avait un musée avec des expositions d'animaux préhistoriques, notamment ceci est un mammouth. Là, c'était à droite, il y a M. Levy
À gauche, c'était le fondateur, c'est Anthony, le fondateur de l'expédition, qui avait travaillé déjà sur, il avait proposé d'organiser cette expérience il y a 3 ans à peu près. Malheureusement, il y a 1 an et demi, il a été impliqué dans un sérieux accident d'automobile et il est demeuré quadraplégique. Pour ça, son fauteuil roulant. Mais ça ne l'a pas empêché de poursuivre son activité. Et à l'arrière, 2 des organisateurs. David Levy avec Pierre Paquette en profonde conversation. Ça, c'est un ours grizzly, si je ne me trompe pas. Ça, c'était le guide avec la photographe à l'intérieur du musée. Ça, c'est le banquet canapé, banquet rencontre. L'idée, c'était de rencontrer les participants. Il y avait beaucoup de participants de Montréal, mais il y en avait qui venaient d'Europe, qui venaient des États-Unis, entre autres du Mexique aussi. Ça, c'est la conférence de Pierre Paquette, Human and the Aurora Borealis. Il nous a donné une présentation sur l'aspect historique, comment les humains ont rencontré les aurores et quelle a été leur perception. Les origines mystiques, parce que les populations autrefois ne comprenaient pas que voulaient dire les aurores, ne comprenaient pas leur fonctionnement. Et c'était très souvent perçu comme des messages des dieux, notamment. Ça, c'était la photographe. Ça, c'est la présentation de Robert Steenberg du National Oceanic and Atmospheric Administration des États-Unis. Lui nous a donné une présentation très technique sur les aurores boréales, comment elles se forment, les maximums et les minimums solaires, les protubérances solaires, quelle est l'interaction des phénomènes solaires avec l'atmosphère terrestre et les aurores boréales, en tout cas les aurores résultantes. Ça, c'est un avion. Si vous voyez regarder croche, c'est parce que j'ai la même image sur 2 écrans différents. Peut-être que je devrais regarder plus cet écran, ça serait plus réaliste. Ça, c'est un avion des forces US Air Force pour la recherche. La convection magnétique, l'aspect magnétique sur le Soleil, les taches solaires. David Levy, il nous a présenté plus un aspect artistique des aurores boréales, parce que, comme on se souviendra, David Levy, c'est un astronome, mais c'est également un littéraire. Lui, notamment, son auteur favori est Shakespeare. Il peut vous réciter du Shakespeare par cœur. C'est vraiment remarquable. Donc, c'était plus un aspect spirituel, un aspect artistique. Le voilà en pleine présentation. Entre autres, il nous a parlé de Clyde Tombaugh qui a découvert Pluton au début des années 1920, si je ne me trompe pas. Et David Levy l'a très bien connu. D'ailleurs, c'est toujours le point de discussion. Est-ce que Pluton est une planète ou Pluton est une planète naine? Bon, il ne faut pas rentrer dans la discussion avec lui parce que pour lui, c'est une planète. Bon, son argument, c'est plutôt pour faire honneur à Clyde Tombaugh qu'il a découvert une planète. Il comprend bien sûr le concept de
qu'est-ce qu'une planète naine et on connaît les critères. Maintenant, ça a été le sujet d'autres présentations à la SAPEN. Cette photo présente l'appareil qui a permis de découvrir Pluton, qui est un blink microscope. C'est un appareil qui permet de comparer deux photographies prises à des temps différents pour montrer qu'un objet s'est déplacé d'une photo à l'autre, notamment la planète Pluton dans le cas présent. Ça, c'est la biographie de Clyde Tombaugh écrite par David Levy. Finalement, la comète Schumacher-Levy 9, qui s'est écrasée en un nombre de morceaux sur la planète Jupiter en mai 1994. Alors, on peut voir les différentes composantes. C'était vraiment un événement unique d'observer une collision cosmique entre une comète et une planète. On était à l'hôtel, Pierre et moi, on partageait la chambre et bien sûr, la toilette a brisé. Et c'était minuit et demi du matin, au lieu d'appeler le room service, le service de maintenance, Pierre, il est bricoleur, il a réparé la toilette. On est allé visiter, un des musées, c'était un musée toujours avec des animaux qui remontent à l'ère glaciaire. Il faut se rappeler qu'il y a près de 12 000 ans, on était encore, partout au Canada, on était en pleine ère glaciaire. Il y a certains animaux comme, vous voyez, l'ours polaire à gauche. Bon, les ours polaires, ils existent encore, bien sûr. Ils sont peut-être un peu menacés avec le réchauffement climatique. On a pu voir toutes sortes d'animaux. Une vue magnifique de cet ours polaire empaillé. Ça, c'est un ours grizzly. Ça jouait dur à ce moment-là. On n'était pas encore en pleine pandémie de coronavirus, mais c'était quand même demandé à la salle de bain de se laver les mains. Et ça, c'est wash your hands, c'est en anglais, puis Ijing Na'u, c'est dans l'une des langues autochtones. Là, on était toujours dans le musée. Alors, je ne sais pas si on est capable de voir ma souris, c'est peut-être très petit ici. Ça, c'était les 3 présentateurs autochtones qui nous ont donné le tour du musée. Ça, c'est un canot qui était utilisé par les Autochtones. Parce qu'il faut se rappeler que ces Autochtones-là venaient de l'Alaska et ont traversé des lacs qui sont très grands pour arriver s'établir finalement au Yukon. C'est toute une technique pour tailler ces embarcations. Parce qu'elles sont faites à partir d'un tronc d'arbre qui est aplati et étiré pour en faire finalement une embarcation. Ça, c'est une embarcation qui est faite à partir d'un seul arbre, finalement. Une autre vue de l'embarcation. Un totem, ça c'est autre chose qui est typique des cultures autochtones de la région. Et je me suis essayé, parce que j'étais en train d'apprendre à utiliser Lightroom, comment faire un photo merge, parce qu'on peut s'imaginer que photographier un totem de près, à moins d'avoir une lentille très grand champ, ça ne rentrera pas. Alors, je me suis essayé pour la première fois de coller 3 photographies et voilà le résultat que ça a donné. J'ai le totem au complet en ligne droite. C'est juste un petit peu surprenant les transformations géométriques
qui ont été faites à la photographie sur le background. Quelques totems plus petits. Juste dire un mot sur les totems, c'est que un totem est en quelque sorte un arbre généalogique de la famille. Donc, chaque tête que vous allez voir sur le totem représente une génération dans une famille. Ça, c'est comment dire, c'est une reproduction stylisée d'une embarcation qui a été utilisée lors de la conquête de la ruée vers l'or. En anglais, ça s'appelle paddle wheel. Vous avez ce genre d'embarcation beaucoup sur le Mississippi, les anciennes embarcations. Mais là, c'était pour remonter la rivière Yukon. Là, on est allé. Ça, c'est un musée, pardon, c'est un atelier d'artisanat. Ça, c'est à Carcross. Je parlais tantôt d'un village autochtone. Ça, c'est à Carcross. Et eux autres, ils se consacrent à faire de l'artisanat. Ça peut être des meubles, ça peut être des travaux en fourrure, en cuir, entre autres. Ça, c'est une pièce en bois ouvragé. Ça, c'est un habit, je ne sais pas, c'est un habit, un manteau cérémonial. Maintenant, je ne sais pas exactement dans quelle cérémonie c'est utilisé. Une maison décorée avec, c'est très coloré comme endroit. C'est dans le style qui est utilisé à Carcross. Vous voyez toujours le totem. Là, on est allé, là, on commence à arriver vers le plat de résistance. On est allé au Kwanlin Cultural Center. C'est un centre culturel qui met en valeur la richesse culturelle des Kwanlin Dun. Alors, ils ont leurs activités là et il y a des salles de réception et on a eu droit à un banquet. Ça, c'est à l'entrée. Ça, c'est David Levy. Pierre Paquette encore, avec l'un des organisateurs. Un autre organisateur. Là, on était à la table avec Robert Steenberg ici, David Levy, puis Pierre Paquette. Ça, c'est toute l'équipe d'organisation. Ou du moins, je devrais dire une partie de l'équipe d'organisation, parce qu'il y avait d'autres personnes qui travaillent au support dans le bureau, etc. La salle de banquet. Ça, c'est l'un des organisateurs en train de faire la présentation d'introduction. Ça, c'est l'attaché au ministre du tourisme du Yukon. Ça, c'est le fondateur Anthony. La carte d'embarquement pour l'avion. Vous remarquerez que from et tout, c'est de Whitehorse à Whitehorse. Mais c'est quand même un vol de 3 heures. Question à part, j'ai posé la question. Est-ce qu'on va avoir des problèmes à la sécurité? Si on commence à arriver sur l'avion avec des trépieds, avec des caméras, est-ce qu'on va se faire? On a dit non, on va rentrer par la porte en arrière de l'aéroport. Alors, les autobus, les minibus sont venus nous porter directement sur le tarmac à côté de l'avion. Alors, le menu du banquet, ça c'est
C'est de quoi ça avait l'air le banquet. C'était excellent et c'était du gibier et des poissons traditionnels, préparés de la manière traditionnelle. Là, on va avoir droit à un spectacle. Ça, c'est ce qu'ils appellent elle faisait partie des elders. Elders, ce sont les personnes âgées, les personnes d'expérience qui dirigent, si je peux dire, pas spirituellement, mais moralement, d'une certaine manière, la communauté autochtone. Alors ça, c'est l'un des spectacles. Il y a de la danse, il y a des tambours. Ça dure quand même. Le spectacle peut durer, ce numéro-là durait peut-être une bonne quinzaine de minutes. Et ça commence, on entend les tambours pendant que l'équipe s'en vient tranquillement par la porte d'entrée. Donc au début, vous n'entendez que les tambours. Et à mesure que les participants rentrent un par un pour finalement remplir toute la scène. Donc, vous pouvez voir, c'est assez animé, c'est très coloré. Et chacune des bêtes que vous voyez là, par exemple, là, c'est la tête d'un corbeau, si je ne me trompe pas. Tout ça, c'est très symbolique. Malheureusement, moi, je ne connais pas les symboles exactement. Pierre Paquette pourrait vous en dire pas mal plus là-dessus. Vous voyez Davy au centre. Ça, c'est Pierre Paquette avec David Levy et Robert Steenberg. Enfin, on est rendu à l'aéroport. Ça, c'est notre avion. Et on allait monter par la rampe d'embarquement. La rampe a été utilisée plutôt qu'un escalier pour permettre à Anthony, avec sa chaise roulante, de monter dans l'avion. Malgré qu'on a eu quelques problèmes, c'est qu'il faisait à peu près moins 22 degrés, il faisait un vent à décorner les bœufs et le fauteuil roulant de Anthony s'est coincé entre la rampe et l'avion et ça a pris à peu près 20 minutes à débloquer tout ça et il a fallu qu'on retourne à l'autobus pour ne pas se faire geler. On s'apprête à monter en avion. Pour pousser l'avion, on va utiliser un chargeur Caterpillar. On est à l'intérieur de l'avion. Comme vous pouvez voir, l'avion, ce n'est pas un vol où on est tassé comme des sardines pour aller à Paris ou aller à Boston. Ça, c'est Pierre encore. Il y a même des moteurs sur cet avion. On est en plein vol. Je ne sais pas, est-ce que vous êtes capable de voir ma souris de bien de mal? Oui, on la voit. OK, excellent. Là, parce que je ne veux pas parler trop longtemps, mais là, qu'est-ce qu'on a? C'est la couronne boréale. On peut reconnaître la couronne boréale et on voit déjà un début d'aurore qui est en train de se former ici. Alors, on a vu les aurores. Quand on a décollé, évidemment, il faut se tenir avec les ceintures attachées. Et bon, je ne voulais pas commencer à jouer avec les caméras jusqu'à ce qu'on ait la consigne d'enlever la ceinture. Et avant même qu'on enlève les ceintures, déjà les aurores sont apparues. Donc, c'est apparu très vite. Alors, on voit toujours la couronne boréale. Les photos, il y en a qui sont meilleures, il y en a qui sont pires. J'ai eu certains bugs, si je peux dire, dans l'avion, notamment au niveau des fausses lumières, des reflets. Comme ces petits trucs verts ici, ça ne fait pas partie des aurores. Mais tout ça, c'est l'aurore. On peut voir l'aurore qui change de forme. Toujours la couronne boréale ici. Ça, ces lumières rouges-là, ça a été un problème, mais j'ai trouvé finalement à la moitié du vol d'où ça provenait, ces lumières-là. Parce qu'on avait éteint, toutes les lumières dans la cabine étaient éteintes.
Là, on a changé de ciel. Si on regarde ici, ça c'est la Lyre, ça c'est Vega. Je ne sais pas si vous voyez ici. Le Cygne se trouve ici. Là, c'est un peu plus clair. On voit le signe. Là, au moins, c'est pas bougé. Parce que tous les mouvements qu'on voyait avant, c'est que l'avion, quand même, bouge, malgré que le pilote a essayé de garder ça stable, mais inévitablement, il y a des mouvements. Et, comment dire, avec une, une monture à ventouse, les ventouses étant en caoutchouc, il y a des mouvements de caméra qui sont inévitables. Alex, Oui, on aurait une petite question. bien sûr. Il y a M. Jean-Claude Berlinguet qui voudrait savoir si tu as vu des aurores au sol et est-ce que tu pourrais avoir une idée du coût que ça pour le voyage? Le coût du voyage, je vais en parler à la fin. Pour répondre à la question des aurores au sol, non. De toute façon, on ne doit pas s'attendre à voir des aurores au sol parce que les aurores se produisent plus haut, 50 km, 90 km en montant. Donc, il n'y a rien qui va se trouver entre l'avion et le sol. Ça, c'est catégorique. Alors, on voit les aurores se développer et changer de forme. Là, toujours la lyre et notre signe ici, en forme de croix. J'ai joué avec les temps de pause, alors ça peut varier. Le rouge qui est là ne fait pas partie de l'aurore. Mais ça, par contre, le rouge que vous voyez ici, ça fait partie de l'aurore. Le vert qui est ici et la lueur qui est là, ça fait partie de l'aurore. Ah, ça, vous reconnaissez, ça, c'est Orion. Et je regarde Betelgeuse et Rigel. Bon, Betelgeuse est moins forte que Rigel. Et pourtant, ça, c'est alpha, puis ça, c'est bêta. Observation à part. Je pense qu'on a une partie du lion ici, si je ne me trompe pas. Ça, c'est Orion encore. Ouais, Orion ici. On peut même voir M42 ici. Ça, c'est le montage que j'ai utilisé. J'ai mis un T-shirt pour essayer de bloquer la lumière. La lumière rouge que vous voyez là, ça c'est ma lampe frontale. Mais il y avait une lumière rouge qui rentrait, mais qui ne venait pas de... Parce que j'ai gardé ma lumière frontale éteinte la plupart du temps. De retour aux aurores. Ça, c'est un des moments où il a fallu allumer parce qu'on allait entamer un des virages. Alors, fallait allumer les feux de position de l'avion. Alors, on peut voir le bout de l'aile de l'avion. Vous voyez la forme de l'aurore changer. Là, j'ai essayé, parce que l'éclairage sur l'avion, c'était des flashs en réalité. Alors là, j'ai essayé de synchroniser mes photos, de faire mes photos entre les flashs de l'éclairage de l'avion. Là j'ai pogné le flash en plein. Bon, peut-être un commentaire ici. Si vous voyez ici la tache floue qui est là, ça c'est la galaxie d'Andromède, M31. Bon, c'est quand même pour dire que le ciel était quand même très peu ou pas pollué par la lumière.
Vous allez me demander peut-être quelle sorte de temps de pause que j'ai utilisé. J'ai utilisé une lentille de 28 mm. C'est une lentille Nikon montée sur une caméra Canon avec un adapteur f2.8. Le ISO que j'ai utilisé j'ai varié entre à peu près 6000 et 12 000 ISO. Et les temps de pause, j'ai varié entre 2 et 8 secondes. Mais en général, j'ai gardé ça, je pense, ISO 8000 et un temps de pause d'à peu près 4 ou 5 secondes. Donc, je pouvais avoir quand même, si l'avion ne bougeait pas, on pouvait avoir des bonnes photos. Là, on voit Cassiopée, une partie de Cassiopée. Il manque juste une étoile ici qui est en dehors de l'écran. Alex, Oui, on voulait savoir si tu avais vu des aurores pendant les autres journées que tu étais sur place dans le ciel. négatif. On a voulu en voir, mais qu'est-ce qu'on a vu? On a vu de la neige. Parce OK, qu'il merci. a neigé. Tout le temps qu'on était là, juste la dernière journée, on a eu un peu de soleil. Mais autrement, le soir, c'était pas une tempête de neige, mais c'était de la neige. Là, on voit les aurores. Ça, c'est peut-être l'un des moments les plus forts. J'avais mentionné tantôt que j'avais des lumières rouges, mais là, j'ai réussi à maîtriser c'était quoi la lumière rouge qui rentrait, malgré que j'avais mis un T-shirt pour bloquer les lumières. Moi, je pensais que ça venait de quelque part de l'autre côté de l'avion. C'était la caméra elle-même avait une petite LED rouge à l'arrière de la caméra, mais cette petite LED rouge reflétait assez, parce que j'avais le même T-shirt vert de Stella Payne, je l'avais sur la journée du vol, et la LED rouge reflétait sur mon T-shirt pour ensuite refléter sur le hublot de l'avion pour ensuite rentrer dans la caméra. Mais quand vous shootez 4 à 5 secondes à ISO 8000 et plus, ça faisait un point. Finalement, j'ai réussi à boucher cette LED avec l'arrière du T-shirt et le problème est parti. Là, on ne voit plus de fantômes rouges ici. Là, on voit l'évolution de l'aurore. Bon, là, on s'en vient vers la fin du vol. Bon, ça, c'est la dernière photo d'aurore on va voir. Là, ensuite, j'ai pu me permettre de sortir mon flash et de photographier le setup. Entre-temps, ils ont rallumé les lumières dans la cabine de l'avion. On commençait à serrer le stock parce que dans une quinzaine de minutes, on allait retourner à Whitehorse. Ça, c'est le setup avec les ventouses. J'avais la lentille de 28 mm et j'avais mis je ne sais pas si ça s'appelle un pare-soleil en caoutchouc pour essayer de bloquer plus les lumières externes. Au début, je voulais attacher les ventouses après le plastique de l'avion, mais malheureusement, le plastique de Yukon Air est rugueux et les ventouses ne collaient pas. Pierre, il disait qu'il a essayé ça sur un avion de WestJet et ça fonctionnait. Mais bon, le matériau de construction de la décoration de l'avion ne sont pas les mêmes d'une ligne aérienne à une autre. Alex, Oui, on voudrait savoir s'il y a une période de l'année ou des lieux plus propices à voir pour les aurores boréales. euh, pour je répondrais c'est peut-être une période de l'année, mais qui n'est pas due à l'aurore, à la présence ou l'absence d'aurore boréale en tant que telle, mais plutôt une question d'éclairage. Parce que comme vous êtes dans l'Arctique, si vous allez même maintenant, si vous allez dans l'Arctique, vous allez avoir de la lumière dans le ciel, même en pleine nuit. Si ce n'est pas le soleil de minuit, vous allez avoir beaucoup de lumière. Donc, vous ne verrez pas des aurores pour cette raison. Même quand j'étais allé à l'observatoire
du Yukon, ils m'ont dit qu'ils ne connaissent que le ciel d'hiver. Parce qu'on peut regarder Orion, tout ça. Quand vous rentrez le mois de mai, mois de juin, mois de juillet, mois d'août, mois de septembre, mois d'octobre, oubliez ça, vous avez de la lumière. Ça, là, on est au Yukon Wildlife Preserve. C'est un tour d'autobus et on s'arrête là où il y a des animaux pour prendre des photos. Il faisait moins 22. Agréable moins 22. Il ne faisait pas de vent. Au moins, il y avait ça. Ça, ce sont des mouflons, si je ne me trompe pas. Ça, c'est votre tout dévoué. J'essaie de faire de la bonne réception de télévision, mettre des antennes. Visite de la brasserie Yukon Brewing. Ça, c'est à l'avant de la brasserie que vous pouvez acheter des produits. Il y a des différentes sortes de bières. C'est une microbrasserie, finalement. Ce n'est pas la Batte ou Molson ou Quilmes ou Corona. Ça, c'est un keg de Yukon Brewing. Les barils pour le whisky. Ça, c'est l'une des cuves pour le procédé de brassage. C'est pour nettoyer les bouteilles, parce qu'ils recyclent, ils prennent les bouteilles, je pense, de partout au Yukon et vont d'abord les nettoyer pour les désinfecter et les réutiliser. Je disais, Pierre, ça c'est Pierre, Pierre devant une cuve de bière. Mais docteur, je ne prends qu'une seule bière par jour. Beer worth freezing for. Ça, c'est les différentes bières que Yukon Brewing vous propose. Dégustation de bière. Alors, ça, c'est le démonstrateur de Yukon Brewing qui nous présentait des échantillons de toutes les bières qu'ils produisent. Alors, on partait de la plus blonde jusqu'à la plus brune. Ce sont des bières qui sont excellentes. Et je ne fais pas de la publicité pour Yukon Brewing, mais c'est vraiment de la très bonne bière. Bon, finalement, là, on est au... c'est le dernier musée. Je ne me rappelle plus exactement lequel que c'était. Je pourrais vous le dire à la fin. Vue du haut. Ça, c'est une vue sur la rivière Yukon. Ça, c'est une vue de Whitehorse. Avec l'ancienne gare, qui est une gare qui fonctionne, c'est une voie ferrée qui fonctionne l'été seulement. Puis ça montait à Dawson City lors de la ruée vers l'or. C'était intéressant parce que il y avait une activité qui se donne, mais c'est juste l'été, pour aller faire, en anglais, ça s'appelle gold panning, quand vous allez chercher de l'or avec un tamis. Et je me suis proposé, bon, je vais aller tamiser de l'or peut-être une après-midi ou deux pour aller trouver assez d'or pour payer la carte Mastercard, pour payer le voyage. Je vais revenir là-dessus. Une autre vue de Whitehorse. Finalement, vous voyez ici pourquoi le nom de Whitehorse. Whitehorse veut dire cheval blanc. C'est que la rivière Yukon, autrefois, c'est-à-dire il y a un peu moins de 100 ans, la rivière coulait librement et il y avait des rapides. Et lorsque les rapides faisaient des vagues qui avaient la forme de têtes de chevaux. Alors, ça a été un petit peu représenté dans cette peinture. Alors, vous voyez des têtes de chevaux. Alors, c'est de là que ça venait Whitehorse. Ce n'est pas que les gens se promènent avec des chevaux blancs dans la rue. Maintenant, il y a un barrage qui a été construit sur la rivière. Alors, ces rapides n'existent plus et Whitehorse en tant que tel, le mot n'existe plus. C'est-à-dire les rapides n'existent plus. Mais Whitehorse, bien sûr, ça existe. Le nom est resté. Ça, c'est une boussole qui remonte au temps de la ruée vers l'or. Un projecteur d'époque, si je peux dire. Projecteur de cinéma.
le téléphone. Ça, c'est un gentil petit ourson, un ours polaire. Ah, l'attraction au Takini Hot Springs, il y avait un concours. Il disait, s'il faisait moins 22, vous pouviez vous saucer dans la pool. Ce n'est pas une piscine, vraiment, dans le bassin d'eau chaude. Vous pouviez vous mouiller les cheveux. Ensuite, vous restiez peut-être une demi-heure juste avec l'eau jusqu'aux épaules pour ne pas avoir froid. Et vous pouviez vous geler les cheveux d'une certaine forme. Puis ensuite, il y avait un concours, il y a la photo qui était prise, puis c'était un concours de beauté, si je peux dire. Moi, je voulais le faire, mais j'avais un début de grippe et je me suis dit, ça serait mieux que je ne le fasse pas. Mais Pierre, il est allé. Alors ça, c'est comment se geler les cheveux. On est allé au Royal Astronomical Society of Canada, l'observatoire du Yukon. Alors, on avait une présentation par l'un des astronomes, quelques télescopes qui étaient sur place. Ça, c'est le télescope de l'observatoire qui est un Schmidt-Cassegrain de 11 pouces, si je ne me trompe pas. Ça, c'est une présentation. Justement, on discutait de l'affaiblissement de l'étoile Betelgeuse. Finalement, le dernier jour, j'avais un peu de temps à tuer et comme je devais sortir de l'hôtel à midi et mon avion était à 4 heures, alors je me suis dit pourquoi pas aller prendre une bière au Gold Pan Saloon et considérer comment je vais faire pour payer pour mon voyage. Alors, nous allons revenir au PowerPoint. J'espère qu'on ne va pas passer au travers du même cinéma que tantôt. Je ne sais pas, est-ce que vous voyez quelque chose sur l'écran présentement? Non, ça n'a pas bougé. C'est toujours la même image. Ah, OK. Le C'est salon. quoi que vous voyez? On va au salon. Ah, c'est encore là, hein? Mhm. Oups. Est-ce que vous voyez quelque chose? Oui, on te voit. On voit quoi? Toi. Ah, OK. Oups. OK, je vais départager mon écran puis je vais le repartager. Qu'est-ce qu'on voit présentement? Voilà. On revient au début de la présentation. OK, bon, on va passer très vite là-dessus, là.
Ça, c'était juste, est-ce qu'on voit bien Star Photo Color Legend? Non. Oui, oui, c'est bien ça. OK, d'accord, on est sur la même page. OK, alors, les conclusions. Alors, le point d'observation à partir d'un avion, bon, ça a vraiment été une nouvelle expérience. Bon, j'ai pris l'avion des centaines de fois, mais je ne me suis jamais concerné pour faire de la photographie astronomique. Tout au plus, j'ai peut-être regardé au travers du hublot d'un avion pour regarder le ciel, mais jamais plus. Donc, ça a été une nouveauté pour moi d'observer et surtout de photographier à partir d'un avion, photographier astronomiquement. Un commentaire, maintenant, ça retouche ce qui a été posé au début. La probabilité d'observer des aurores boréales à partir d'un avion est beaucoup plus haute que sur le sol. Parce que si vous faites une bonne prédiction où va se trouver l'aurore, vous avez un avion qui peut couvrir un grand champ d'action et comme ça, vous pouvez vous déplacer et aller chercher l'aurore plutôt que d'espérer que l'aurore se présente à vous. La photographie des aurores à partir d'un avion, ça a été quand même un défi, mais je pense qu'en bout de ligne, ça s'est bien produit. J'ai eu, évidemment, je ne vous ai pas montré toutes les photos ratées. Il y a eu toutes sortes de photos qui ont plutôt été des catastrophes, mais je ne les ai pas montrées. Mais en général, je trouve que ça s'est très bien déroulé au niveau du choix des équipements et que l'équipement, de par sa simplicité, a fonctionné. Comme justement tantôt, même avec un ordinateur, et j'essaie de faire du PowerPoint, de présenter des diapositives et on se retrouve qu'on n'a pas l'écran, on ne voit pas l'écran. Alors, surtout dans un avion, ce n'est pas le moment d'avoir des brides ou des malfonctions d'équipement. On a eu un problème qui était quand on utilise des ISO qui sont très élevés. Je n'avais pas le choix pour avoir des temps de pause raisonnables compatibles avec le mouvement de l'avion. Il fallait utiliser des ISO très élevés. Avec des ISO très élevés, on a un problème de bruit de fond. Alors, la plupart des photos, quand on les regardait en photo brute, c'était absolument atroce. Moi, j'ai commencé à utiliser, parce que je l'avais, c'était Aftershot de Corel. Moi, toutes les photos ont été prises en format RAW. Comme ça, je peux travailler avec. Il n'y avait pas de compression. Mais le logiciel Aftershot de Corel, qui est un éditeur RAW, il fait de très bonnes choses, mais au niveau du bruit, il n'arrivait pas à vraiment éliminer le bruit très bien. Soit il éliminait le bruit tellement que là, tout était délavé, on ne voyait plus les étoiles, on ne voyait plus rien. Et j'avais par contre sur un iPad, j'avais Lightroom mobile. J'ai essayé ça et c'était de beaucoup supérieur. Alors, je me suis procuré Lightroom de Adobe pour mon PC. Je me suis en même temps procuré Photoshop, mais je n'ai pas parlé de Photoshop ici. Alors, j'ai utilisé Lightroom de Adobe pour réduire le bruit. Et ça s'est avéré beaucoup supérieur. D'autre part, les activités et les visites pour apprendre à connaître le Yukon, apprendre à connaître les cultures autochtones et tout ça, ça a été, comment dire, c'est une expérience qui est très enrichissante. C'est pas juste d'aller prendre l'avion, aller faire un vol plus ou moins scientifique et de s'en retourner à Montréal. D'apprendre à connaître les cultures autochtones. Bon, ça a été peut-être un petit peu terni par la suite parce qu'on a eu avant, maintenant c'est tombé aux oubliettes avec toute cette situation de coronavirus, mais avant ça, on avait la situation des blocages ferroviaires par les Autochtones qui a fait pas mal jaser ici. Mais bon, maintenant, ça c'est dans le passé. Je pense qu'on a des problèmes beaucoup plus grands avec le coronavirus que des blocages ferroviaires. Donc, ça a été une expérience très enrichissante. Ça a été un voyage qui est inoubliable. Et la question qui a été posée, c'est que ça a coûté, combien ça a coûté? C'est en tout et partout. Moi, ça m'a coûté 5 800 $ canadiens. Maintenant,
Le voyage lui-même c'était 3900. 3900, ça incluait le vol Aurora, toutes les activités qui étaient organisées, c'est-à-dire tous les banquets, les visites des musées, tout ça, c'était inclus. Tous les transports à partir de l'aéroport jusqu'à l'hôtel, les transports à l'aéroport et retour de l'aéroport pour le vol Aurora lui-même. Tout ça, c'était avec les taxes fédérales provinciales, c'était 3900. Ensuite, il faut se rendre à Whitehorse. Bon, dans mon cas, c'était de Montréal à Whitehorse, aller-retour. Choisissez, moi j'ai choisi Air Canada. Bon, Pierre il a pris WestJet et Yukon Air, il a pris Air North. Bon, ça c'est un choix personnel. Si vous venez du Mexique ou d'ailleurs, ça va être différent. En plus, il faut rajouter les tours optionnels je pense, 2 des tours étaient 125 $ chacun et il y en avait un qui était 200 $. Donc, vous avez plusieurs centaines de dollars là-dedans. La plupart des repas étaient inclus, mais vous allez avoir quand même des dépenses supplémentaires. En tout cas, dans mon cas, ça a coûté 5 800 $ canadiens. Mais je n'ai pas trouvé une once d'or, alors il a fallu que ça ait été commandité par Mastercard. Alors, finalement, les contacts, je ne suis pas ici pour faire de la publicité pour Consulta Média, mais ça, vous pouvez chercher sur l'Internet Aurora 360 et vous allez trouver toutes les informations et les points de contact. Et tout simplement pour dire que j'ai très bien aimé mon expérience. Et finalement, je vous remercie de votre attention. Alors, je suis ouvert s'il y a des questions. Alors, je vais enlever le share de l'écran. Je ne pense pas que vous allez pouvoir... Merci beaucoup, Alex. Très intéressant. Avez-vous des questions pour Alex? Vous pouvez écrire vos questions dans le chat. On va vous donner encore quelques minutes pour les questions. Oui, bien sûr. Il n'y a pas de questions? Je vais dire juste un commentaire pour Oscar. Je ne sais pas s'il est encore là. Muchas gracias, Oscar, para escuchar esta presentación. Oui, il est encore là, Oscar. Est-ce que tu vois les questions, Alex? OK, là, je vois por nada. Excellent. Muchas gracias. Juste en haut. Pardon? Juste en haut d'Oscar, de M. Noël. OK, OK, d'accord. Un BCP de photos sur... OK, non, merci pour le commentaire. Demande de temps d'exposition en général pour les photos. OK, OK. Le temps d'exposition, j'ai varié entre 2 et 8, 10 secondes à peu près. Hein. Okay. Je vous rappelle que cet après-midi, je vais envoyer un autre courrier à tous. Là. La présentation a été enregistrée et on va la publier là, sur le Facebook, pas le Facebook, sur le YouTube, le compte YouTube de la SAPEM. Donc, vous pouvez revoir la présentation ou la montrer à d'autres personnes là, qui pourraient être intéressées. Est-ce qu'on a d'autres questions?
Il semblerait qu'il n'y a pas d'autres questions. OK, on va mettre fin à l'enregistrement. OK, merci beaucoup Ouais. encore.